Bonjour Yves, bienvenue sur le podcast Au fil de l'aiguille, au fil des aiguilles, podcast autour du soin, de la santé, de la médecine chinoise, des médecines manuelles en général. Voilà. Alors je t'ai invité Yves, je te présente vite fait, tu t'appelles Yves Thomasin et je pense que tu as pas mal de choses à nous donner sur ton expérience en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant que thérapeute et un retour d'expérience peut être vraiment très très intéressant. Alors je vais te laisser te présenter, quel est un petit peu ton parcours. Ok, alors je vais essayer de faire bref, mais en gros, mon parcours c'est nageur. Voilà, si on parle du côté sportif, c'est nageur à la base. Et puis un jour, je rencontre un mec qui me dit, oh bah tu cours, tu nages, t'as qu'à faire du triathlon. Donc je me suis mis au triathlon et ça c'était il y a très longtemps maintenant. Et puis à l'époque, bah on nageait vite, on sortait de l'eau de vent. Enfin voilà, donc en triathlon ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu la chance de faire un an à l'INSEP en tant que sportif de haut niveau, donc ça a été vraiment une super expérience. Et puis ça m'a amené justement cette expérience-là à vouloir comprendre ce que je faisais quand je m'entraînais. Et donc le choix d'aller vers l'entraînement a été, ça a été presque normal pour moi. Et à l'époque, comme j'étais à l'INSEP, j'ai pu faire ma licence STAPS, ma maîtrise STAPS à l'INSEP et rencontrer finalement mes profs, c'était des coachs de haut niveau, donc c'était vraiment hyper intéressant. Puis après, j'ai passé mes diplômes d'État, BE1, BE2, et j'ai rapidement été manager d'une structure d'entraînement. Et donc là, ça fait maintenant depuis 99 que j'entraîne et je suis manager d'une structure d'entraînement depuis 2002. Et aujourd'hui, je suis directeur technique du Club des nageurs de Paris et entraîneur du groupe, on va dire, national, c'est-à-dire le meilleur groupe du club. Et j'ai des ados, cette année j'ai des ados, mais j'ai eu quelques adolescents et j'ai eu des adultes aussi. Et voilà, et ça c'est mon travail depuis maintenant depuis longtemps maintenant. Hein. Ça fait, je vais avoir 50 ans cette année, donc oui, ça fait au moins plus de 25 ans. Et ensuite, le côté médecine chinoise, en fait, j'avais un praticien ostéopathe qui faisait de l'acupuncture. À la limite, même avant le côté médecine chinoise, tu avais déjà un peu basculé sur la notion de Oui, santé et d'approche de la santé du nageur, en c'est vrai. l'occurrence des athlètes, mais C'est par vrai, le ouais, je vais revenir là-dessus, j'ai oublié, ouais, effectivement, ouais. Donc ça, je c'est des crois que rencontres. c'est ça, ce sont des rencontres, mais c'est cette évolution-là qui t'a amené vers le soin petit à petit. Oui, oui, c'est vrai que ça a été la suite logique. C'est-à-dire qu'en 2011, je rencontre un monsieur qui s'appelle Laurent Schmitt, dans le cadre d'une formation sur un thème bon, qui va pas forcément intéresser ce podcast. Et derrière, je le revois 2 ans plus tard sur un autre podcast, et là, c'est plus sur le thème de l'aérobie. Et donc déjà, l'aérobie, cette histoire de basse intensité, il parle de la santé des gens, enfin, il fait des parallèles avec les gens qui travaillent beaucoup et à un moment donné, au lieu de leur faire de l'intensité, mais plutôt d'aller vers de la basse intensité, enfin voilà. Et il nous parle du suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et moi, qui adore monitorer, qui adore un peu chercher pour comment la tête fonctionne, ça a été bingo, quoi. J'ai dit, il faut que je la fasse cette formation. Et donc ça a été pareil, une belle rencontre. Ça a été 1 an et demi de formation sur 4 regroupements de 3 jours avec des entraîneurs de très haut niveau et en même temps des médecins. Enfin, et là, j'ai pu un peu aller voir ce qui se passait in vivo, mais sans aller à l'entrave de la tête, parce que c'est juste, on pose un cardio-fréquence-mètre le matin, après avoir fait un petit pipi, on se rallonge, 6 minutes couché, 5 minutes debout, et on a une vision du système autonome de la tête. Alors, Et de la tête et d'une manière générale de l'humain, quoi. Et ça a été hyper intéressant. voilà, donc ça, c'est quelque part la manière de poser le diagnostic, ce que tu as dit là, donc le monitorage par le matin avec voilà, des datas et qui vont te permettre d'apprécier l'état de santé, l'état de forme comment dire, de l'athlète. De la tête. Mais comment toi, tu expliquerais justement qu'est-ce que c'est cette variabilité de la fréquence cardiaque à quelqu'un qui n'y connaît rien et pourquoi c'est si important de le monitorer?
Alors, le système, donc le système autonome qui est déterminé par la variété de la fréquence cardiaque, c'est le système parasympathique et le système orthosympathique. Et le système parasympathique dans le corps humain, c'est tout ce qui va permettre le repos, la digestion, voilà, d'une manière générale. Et le système orthosympathique, c'est le système d'alerte. Et c'est ce qui va nous permettre face à un danger, de rebrousser chemin et de courir. Ou l'exemple type, c'est ce que je donne comme exemple quand les gens me posent la question. Un système orthosympathique défaillant, c'est quand on sort chez soi, on est en retard, on voit passer le bus passer et on se dit si je loupe ce bus, je vais être en retard. Et on court pas, on laisse le bus passer. Voilà. C'est un peu ça, c'est le système orthosympathique. C'est cette capacité à s'activer. Et finalement, d'une manière simple, et c'est comme ça que je communique maintenant avec les coachs, couché, on va déterminer un peu les réserves énergétiques qui permettent de mobiliser un peu une activité physique et la capacité de récupération. Donc voilà, donc ça donne un peu un système comme ça, les capacités d'entraînement et la capacité de récupération. Et le système orthosympathique, c'est ce qui va permettre de mobiliser finalement ses capacités d'entraînement. Voilà, un peu, je sais pas si pour toi c'est assez résumé et que ça peut permettre à tout le monde de comprendre. Ouais, je pense que ça suffit. Mais justement, là, on parle d'athlète, mais finalement, est-ce que c'est transférable à quelqu'un qui est en phase d'infection, par exemple, qui Oui. va avoir justement ses paramètres modifiés, quelqu'un qui subit des contraintes professionnelles ou personnelles importantes et qui va aussi, finalement, c'est quasi exclusivement utilisé dans le domaine du sport, mais en fait, c'est dans le domaine de la vie, quoi, en général. Oui, alors il m'arrive dans le cadre de missions en dehors du sport de suivre des personnes issues de l'entreprise. Et en fait, j'ai eu quelques suivis de patients issus de l'entreprise. Et en fait, on se rend compte que de toute façon, la variabilité, elle est impactée par l'environnement, le sommeil, l'alimentation, le stress, le quotidien en fait. Et finalement, une mauvaise nuit, un stress au travail, une mauvaise alimentation va influencer le résultat du HRV et même une maladie. C'est-à-dire que moi, maintenant, sur les sportifs de haut niveau que je suis, quand un nageur est malade, je le vois avant que l'entraîneur le voit, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment une dérive de la fréquence cardiaque, une baisse des énergies couchées ou une baisse du système ortho. Sachant que, pour comprendre un peu comment ça se passe, le système parasympathique, il est très lié à la respiration couchée et le système orthosympathique, il est très lié à la tension. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en hypotension, on le voit assez rapidement parce qu'on voit que son système orthosympathique debout, il est très faible. Voilà, Ouais, c'est-à-dire que les deux évaluations se font pour l'une couchée et pour l'autre debout. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, si on prend que le coucher, avoir une fréquence cardiaque basse, Ouais. ça veut rien dire. Parce que avoir une fréquence cardiaque basse, ça peut être bon, comme ça peut ne pas être bon. Parce que ça peut être aussi un frein de l'organisme pour dire là stop, tu vas trop loin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une hypertonie des énergies, c'est-à-dire une hypertonie du système parasympathique pour mettre la personne en veille. Voilà. Et on voit sur des gens qui sont en burn-out des fréquences cardiaques très basses avec des énergies énormes. Mais en fait, c'est pas bon. En fait, c'est justement excuse-moi, je perds le terme, mais c'est dans le sens où c'est délétère, et ça montre un problème médical entre guillemets, quoi. Voilà. Alors ça, si je vais rebondir un petit peu là-dessus pour basculer sur une approche MTC, médecine chinoise, c'est que ce moment-là que tu décris où tu fais le monitoring des datas du matin, c'est la transition de phase, hein, c'est le passage d'une dynamique plutôt yin de la nuit à une dynamique yang de la journée. Mais nous, dans notre approche, en tout cas, sur ce qu'on enseigne nous, il y a deux moments de transition de phase, c'est celle du matin, bien sûr, mais il y a celle du soir aussi. On ne monitore pas la différence qu'il y a entre la fréquence cardiaque ou la variabilité cardiaque debout juste avant le coucher et tout de suite après, une fois qu'on est allongé dans le lit.
Alors non, par contre, en fonction des types d'individus qu'on peut faire chez les sportifs, on se rend compte, et ça on l'a observé en faisant des relevés de variabilité au fur et à mesure de la journée, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie le matin et beaucoup moins le soir, et inversement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont peu d'énergie le matin, et au fur et à mesure de la journée, l'énergie augmente. Donc en fait, finalement, ça te permet de déterminer aussi les personnes qui sont plus du matin et plus du soir. Et est-ce qu'il y a un lien avec le yin-yang? C'est fort possible, en fait. C'est fort possible. Voilà. Donc ça, c'est des choses, je pense, que j'ai observées. Et effectivement, il y a des athlètes le matin avec qui on peut rien faire, et le soir, ils sont très performants, et inversement. Voilà. Ok, mais par contre, c'est un peu caricatural, mais on évalue juste la phase du lever du soleil, hein, de la montée du Oui, yang, et on n'évalue pas la phase de la descente du yang ou la rentrée dans le yin. voilà, c'est ça. Peut-être que ça pourrait être un sujet intéressant à observer, mais finalement, la variabilité, elle est observée aussi suite à un repos. Et c'est ça l'objectif, et que ça soit toujours dans les mêmes conditions, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a eu du sommeil, il y a eu aller aux toilettes, mettre la ceinture et je me recouche. Et l'idée, c'est de faire en sorte que tous les jours, ça soit à peu près la même chose. Ouais. Donc après, si on devait étudier vraiment quotidiennement le midi et le soir, il y aurait forcément des différences parce que les journées ne sont jamais les mêmes, entre guillemets, à part si une personne faisait exactement la même journée tous les jours. Voilà. Ok. Ça, voilà, c'est pour ça que c'est pas évalué le soir, en fait. Mais il y a eu des monitorings de nuit où la variabilité a été étudiée du coucher jusqu'au debout, et on voit des différences au cours de la nuit. Voilà. Voilà, Alors, mais c'est pas très précis, en fait. ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est en fait qu'est-ce que réellement la variabilité, la capacité d'un cœur en bonne santé ou d'un système nerveux en bonne santé à créer des intervalles entre deux battements Battement. cardiaques qui soient Voilà, c'est ça. jamais identiques. Quoi. Le Voilà, moins exactement. Mais d'ailleurs, dans ma formation, il y avait, je l'ai pas en tête, mais il y a dans, je sais plus, c'est un Souen où il dit que un battement ne doit jamais être régulier parce que s'il est régulier, c'est la fin, c'est la mort qui est proche. Je n'ai pas exactement la phrase, peut-être que tu l'as, mais moi je l'ai pas en tête. Je l'ai comme ça c'est ça. C'est-à-dire que finalement, quand on prend les pouls, même chez un patient, l'idée c'est pas forcément qu'il y ait de la régularité, parce que s'il y a de la régularité, ça indique une pathologie. Voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, c'était pathologique en fait. Voilà. Ok. Donc, Bon, voilà la variabilité, voilà donc cette nécessité du système vivant pour qu'il soit adaptable, d'avoir cette capacité donc à faire une transition de phase entre une phase couchée, une phase debout, les mouvements orthostatiques et la variation de pression artérielle, de cette capacité donc à transformer son inactivité en activité. Et voilà, ça tu pars de ça. Ça a été ta première approche plus santé que oui, juste performance au final, même si c'est au service de la performance, mais c'est au oui, bien service sûr. Ouais. de la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de l'obliger à faire des séances très très dures et à vivre des stress très importants quand il n'en est pas capable, ben, du coup l'objectif ça c'est devenu de le solliciter quand il en est capable, et puis bah, quand il est fatigué, en méforme ou proche d'être malade, de diminuer la charge d'entraînement. Et de proposer des remédiations. Et en fait, Et c'est là aussi les remédiations. C'est-à-dire voilà. que les remédiations, voilà, c'est là où effectivement, moi j'étais dans une phase où je voulais comprendre encore plus l'athlète. Je m'intéressais quand même, je me suis toujours intéressé moi comment j'ai été traité en ostéo, en médecine chinoise, enfin voilà. Et finalement, dans les remédiations, on parlait d'ostéo, de médecine chinoise, d'olfactothérapie, de cohérence cardiaque. Et donc, bah, ça a été un peu la suite logique aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, voilà, je me dis, bah ouais, en fait, j'ai envie de savoir, en fait. Et c'est là que, bah, je pense aussi de t'avoir rencontré quand j'étais athlète. Ça a aussi joué parce que quand je t'ai demandé à un moment donné comment je pourrais apprendre la médecine chinoise, tu m'as dit bah il y a une école et donc ça a fait son chemin. Je me suis pas tout de suite inscrit, mais ça a fait son chemin et derrière ça a été le normal de finalement d'aller vers ça quoi. Voilà. Voilà, donc dans la continuité de ton évolution, ce qu'il faut dire ensuite, c'est qu'après avoir fait tout ça, et avec
de multiples formations continues, tu as fait une formation complète et tu es devenu également praticien en médecine chinoise. Oui. Et que aujourd'hui, tu t'es présenté comme manager de club, ce qui est réel, hein, ce qui est ton métier, mais tu es aussi Oui. praticien en médecine chinoise avec un cabinet où tu exerces et là, tu as été encore plus loin dans une prise en charge de la santé. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu aussi me présenter en tant que praticien de médecine chinoise et Ouais, entraîneur de natation. c'est ça, Et voilà, c'est vrai que je fais les deux. Je peux pas arrêter l'un, je peux pas arrêter l'autre. Et ça, c'est un choix parce que je trouve mon équilibre entre les deux. Et effectivement, depuis donc, je dis que ça fait 10 ans que je suis dans la médecine chinoise, depuis que j'ai mis mon premier pied dans l'école, et maintenant même plus parce que, enfin ouais, c'est ça, un peu plus même maintenant. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'exerce dans un cabinet et je vois des patients. J'ai vu beaucoup de patients. Et effectivement, c'est vraiment chouette tout mon parcours parce que j'allie ce que j'ai appris à l'école et en même temps, je le lie avec ce que j'ai, mon expérience en tant que coach, en tant que évaluateur HRV et toutes les formations complémentaires que j'ai pu faire autour de ça. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai une prise en charge un peu globale en fait qui va de la prise en charge du patient au cabinet et aussi les conseils que je peux donner pour accompagner le patient après la séance. Et ça va de la diététique que j'ai appris, le HRV, la pratique sportive, voilà, toutes mes compétences aujourd'hui que je lie à ça. Alors, de l'extérieur, ce qu'on peut, il y a une espèce de trame qui se dégage, c'est que au départ, tu travailles avec les gens les plus en bonne santé, majoritairement sur la planète, c'est-à-dire Mmh. c'est les Ouais, enfants, c'est les pas sûr hein, des fois, mais pas oui. sûr, mais bon, voilà, avec le plus d'énergie ou dans une Et c'est dynamique ça, ouais. la plus importante. Hein. Donc Mmh. l'enfant, l'ado, le jeune athlète qui est capable de supporter des charges à la fois d'entraînement, mais ou des charges dans les études très importantes. Et plus tu vieillis, plus tu commences à prendre en charge des gens qui, eux, sont sur une pente descendante avec Ouais, ouais. beaucoup moins de capacité et, et des gens qui sont donc, même si tu t'occupes de santé, qui sont plus malades avec des pathologies plus marquées, plus lourdes, etc. Est-ce que tu vois des corrélations entre les deux ou est-ce que c'est très très différent de s'occuper de gens qui a priori sont en pleine croissance, en très bonne santé a priori, et ceux qui sont en mauvaise santé, plus âgés, Alors, ce qui a été troublant au départ, c'est que pendant mes études, bah, finalement, je voyais beaucoup de sportifs hein, pour le coup, et donc les prises de pouls, c'était quelque chose quand même. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à exercer en cabinet, bah, il a fallu que je me réhabitue au pouls des patients parce que d'un coup, j'avais pas la même chose sous les doigts, quoi. Tu vois, ah oui, et voilà. Donc déjà, ça a été nouveau. Ensuite, effectivement, c'est pas les mêmes prises en charge parce que bah, les sportifs ils venaient me voir pour des douleurs, prépare-moi pour la compétition, enfin voilà. Et alors que là, bah, j'ai des gens qui viennent pour multitude de pathologies, même si j'ai encore de la pathologie entre guillemets musculaire et articulaire. Et donc là, c'est bien parce que cette expérience avec les sportifs, elle me sert en fait. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que quand je reçois un chef d'entreprise ou une personne qui bosse 10 heures par jour à bloc, c'est un sportif de haut niveau intellectuel, quoi. Et on peut avoir les mêmes pathologies qui sont fatigue extrême, des pouls très faibles, et d'autres pathologies que finalement j'ai rencontrées chez des sportifs qui s'entraînaient énormément. Voilà, donc il a fallu faire la transition et en même temps, maintenant, j'arrive à faire des liens entre les deux parce que parfois je reçois aussi des personnes qui font du sport, mais comme des sportifs de haut niveau alors qu'ils travaillent. Enfin voilà, donc c'est là qu'il faut que je gère un peu la charge entre guillemets entre la charge mentale du travail et la charge physique au quotidien avec le sport. Donc finalement, c'est complètement différent, je dirais, dans 75% du temps, mais j'ai 25% du temps où je me dis que finalement, il y a un lien entre le sportif de niveau et la personne qui bosse 10 heures par jour comme un taré et qui a le même rythme qu'un sportif de niveau, quoi. Et surtout, qui se rajoute
des séances de haute intensité le soir en plus. C'est-à-dire que... Oui, en plus, tu as eu l'occasion d'entraîner des gens qui, parce que leur sport n'était pas rémunéré ou très peu, étaient sur des jobs à responsabilité et en plus les meilleurs dans leur domaine au niveau mondial. Exactement. Ouais. On peut le citer, je pense qu'on ne voudra pas. C'est Hugo Tormento. Voilà, Hugo Tormento qui arrive à Paris, qui prend un job dans une grande boîte, dans une boîte importante, à 2 ans des Jeux, avec des gros objectifs, parce que c'est une boîte qui était dans le milieu du sport. Et en fait, au début, il me dit ouais, mais moi je m'entraînais comme ça, et je lui dis on va attendre un petit peu parce que t'es à Paris, tu prends un nouveau job. Et effectivement, au bout de 3 mois, il a eu son petit burn-out. Et donc là, il a fallu réadapter sa charge d'entraînement. Et en même temps, moi, je l'ai eu en tant que patient pour justement essayer de trouver un équilibre dans tout ça, quoi. Voilà. Parce que là, c'est une double peine presque. Peut-on doubler la charge de manière infinie, quoi, Non, ouais. Pour donner le rythme de ce jeune homme, c'était et vraiment c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il se levait à 6h du matin, il venait en courant à la piscine, une demi-heure. Il nageait 1h15 à peu près, il faisait 5 bornes, 1h, 1h30, il faisait entre 1h15 et 1h30, il faisait 5 km. Après, il repartait en courant ou en vélo, ça dépendait, mais repartait en courant quand il venait en courant. Et après, il allait bosser. Et le midi, il s'entraînait ou le soir, il s'entraînait. Donc, c'était quelqu'un qui commençait à 6h du mat et qui terminait à 19h et qui avait une double vie, entre guillemets, de haut niveau et dans son job, parce qu'il avait presque 200 salariés sous sa responsabilité et dans son job, dans son cursus sportif à l'entraînement, quoi. Voilà. Alors ça, 100 bornes par semaine. Quoi. De fréquenter des gens comme ça, est-ce que tu t'as parce que il a un historique sportif et oui. Voilà, qui est très dense, donc on comprend qu'il en soit arrivé là. Mais est-ce qu'il a des différences, des qualités, est-ce que toi, en termes de santé, dans la manière dont tu l'as évalué, que ça soit en HRV ou même en MTC, est-ce que tu as l'impression qu'il est différent des autres pour arriver à supporter une telle charge? Alors, il y a, je dirais sa première qualité, c'est ses qualités mentales, hein, sa capacité à partir du moment où il s'est fixé un objectif, d'aller au bout et voilà et de manger, dormir, rêver cet objectif-là. Donc ça, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Alors deuxièmement, ça, l'apparenté à de l'obsession. Hein, tu sais, c'est le côté obsessionnel, mais positif de la chose, comme l'artiste, le musicien, ou qui est capable d'être focus sur un objectif, hein, donc d'y penser tout le temps ou d'agir pour y arriver en permanence. Et effectivement, ça, c'est en termes de l'esprit, c'est un esprit qui est particulier, puisqu'on doit être habité par une chose unique ou voilà. Non, enfin voilà, c'est quelqu'un voilà, en médecine, c'est un chêne vraiment ancré. Il savait pourquoi il était là. Enfin voilà, c'était quelque chose qui lui permet. Il était déterminé. Et ensuite, forcément, un athlète plus robuste et une personne, un humain plus robuste que n'importe quel autre. En fait, c'est physiquement déjà peu de blessures. Alors que quand même une charge d'entraînement dans la semaine avec son travail qui était assez conséquente. Au niveau MTC, alors c'était marrant parce que tu vois, on en avait parlé, mais tous ces sportifs là qui ont des langues énormes, enfin tu vois un peu, t'as l'impression qu'ils sont en vide de rate ou qu'il y a de l'humidité et tout, alors que finalement quand tu le vois, on est loin de ça en fait. Donc c'est la seule chose finalement. S'il y avait un côté pathologique que je pouvais observer chez lui, c'était une langue un peu épaisse et toi un peu gonflée. Mais en même temps, c'était pas délétère quand je prenais ses pouls. Il y avait rien qui me disait que c'était quelque chose qui fonctionnait pas. Et ensuite, par contre, et c'est là où la MTC m'a aidé, c'est en fait, quand je le voyais arriver le matin, je savais si j'allais pouvoir travailler ou pas, quoi. C'est-à-dire que le chêne, enfin, tu vois, la couleur de peau, les yeux, voilà. Ça m'a aidé. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui où
ou dans mon quotidien, hein, c'est quand je regarde les athlètes, de mes collègues ou quand je regarde mes athlètes, je sais que je vais pouvoir travailler ou pas. C'est-à-dire que je le vois dans les yeux, dans la couleur de peau, dans ce qu'on appelle le chêne en fait. Tu vois. Et ça m'aide. J'ai une lecture de la tête qui est complètement différente par rapport à ça, quoi, en fait. Alors ça veut dire une chose que tu n'auras peut-être pas chez le cadre ou le dirigeant, c'est que chez l'athlète, il y a une transparence qui est plus importante que chez d'autres. Surtout que moi, en plus, c'est en maillot de bain. Donc, donc tout de suite la posture. Non, mais après, tu vois, quand j'ouvre la porte de mon cabinet, alors, en fait, il y a deux choses. Il y a la sonnette. Je sais pas si ça te parle, mais la sonnette, voilà. Il y a le cling et le tu vois. Là, je me dis oh là, voilà. Et quand j'ouvre la porte, c'est dans une rue assez éclairée et tout, et j'ai vraiment une première vision déjà de mon patient. Voilà. Et la façon dont il va rentrer dans le cabinet, comment il va s'asseoir, enfin voilà. Déjà, ça me donne une idée. Donc, tu vois, j'y prends. Ça m'a. Le fait d'observer quand même pendant des années au travers de mon travail, parce que c'est un métier d'observation quand même, le entraîneur entre guillemets, puis d'autant plus en natation où ils sont dans l'eau, ils répètent des gestes. Enfin, et ben, j'ai quand même appris et grâce à la MTC, à avoir une vision différente de l'observation. Enfin, tu vois, je pense que du diagnostic, l'observation de toute façon. Ouais. C'est ça, ouais. Mais effectivement, il faut beaucoup l'expérimenter, en faire beaucoup pour arriver à en tirer quelque chose. Et par le métier de coach, effectivement, tu es dans l'observation permanente, quoi. Donc, t'as de la data, tu as un pool de data important sur l'observation. Ouais, je regarde plus les gens pareils. Des fois, je me dis, vas-y, arrête. C'est intéressant l'histoire du maillot de bain, parce que c'est clair que moi, quand j'ai commencé à travailler, tout ce qui était cadre, tout ça, c'était costume, cravate, chemise. Bon, ça s'est un peu déstructuré. Il y a moins de gens en cravate, il y a moins de gens en costume, etc. Mais il y a toujours, c'est pas un déguisement, mais un apparat qui est un peu masqué par qu'on s'habille en Nike ou en costume. Il y aura de toute façon une distance qui est mise entre toi et l'autre par le costume. Et le maillot de bain, là, lui, il trompe pas. Tu vois le corps tel qu'il est et pas tel qu'il est caché, en tout cas, quoi. Mais ça, tu vois l'humidité, tu vois la sécheresse, tu vois plein de choses, le teint. Les gens jaunes, les gens blancs, les gens verts, vraiment, tu vois, je pousse un peu, mais c'est vraiment, tu vois, les yeux, plein de choses comme ça. La personne, tu la vois arriver et comment elle marche aussi, comment son corps, je vois des nageurs arriver. Il y en a qui arrivent à 2 à l'heure, il y en a qui arrivent avec de l'entrain, et là tu te dis voilà, je vais pas en tirer la même chose. Et finalement, les patients, c'est pareil, c'est-à-dire que comment ils rentrent dans le cabinet, est-ce que ils y vont avec rapidité ou même d'une séance à l'autre. C'est-à-dire que tu ouvres la porte et j'ai une bonne mémoire de ça. Tu vois, j'ouvre la porte et mon patient, en fait, limite, je fais un parallèle avec la dernière fois que je l'ai vu. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, complètement. C'est la mémoire visuelle qui est presque plus importante que la mémoire sémantique. C'est-à-dire que tu te souviens pas forcément de tous ces détails, sauf si tu les as notés et qu'il faut les noter. Ouais. Mais par contre, cette dynamique, c'est une dynamique générale qui ressort de. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu observes. Ah ouais. Voilà. Et tu vois quand le patient va mieux ou quand ça va pas, en fait. C'est surtout quand tu les vois régulièrement, quoi. J'ouvre la porte et je sais, je me dis, ça va mieux, non, là c'est moyen. Et d'ailleurs, quand je questionne après les patients, je me trompe rarement. Tu vois, c'est sur si ça va mieux ou si ça va pas, quoi. Voilà. Ouais. Après, bon, ça, on est tous différents, mais on a tous des outils privilégiés sensoriels. Oui, moi je pense que la vision pour moi c'est quelque chose qui s'est développé depuis toutes ces années, quoi. Ouais, moi aussi c'est pareil. La vision c'est très fort, quoi, parce que en plus, ce qu'il faut apprendre à regarder, bien sûr le teint du visage, la langue, etc. Mais une fois que tu es déshabillé, c'est tout le corps qu'il faut regarder. C'est la répartition des masses, les couleurs, comme tu disais, et ça ça ne se fait que dans l'intimité du cabinet ou à l'entraînement pour un nageur ou un athlète que tu vas avoir déshabillé, quoi. Ça c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est clair. Justement, qu'est-ce que tu pourrais faire comme corrélation
entre la variabilité cardiaque et tout ce que tu en tires comme information. Et est-ce que tu as appris la MTC? Voilà, est-ce qu'il y a des corrélations entre les deux? Est-ce que justement cet aspect passer du yin au yang, donc d'une dynamique de ralentissement, de récupération, de mouvement diminué à une dynamique d'accélération, de mise en mouvement des grands systèmes, de dépenses d'énergie, d'une dynamique énergétique qui va vers l'extérieur au lieu de revenir vers l'intérieur. Est-ce que toi, avec tes études en MTC, la variabilité cardiaque, tu en as eu une perception un peu différente? Bon, en fait, sur la variabilité, je dirais le parallèle que je vais faire, c'est par exemple quelqu'un qui est très yang, bah, c'est quelqu'un qui va être toujours en alerte en fait. C'est-à-dire que au niveau orthosympathique, c'est-à-dire qu'il va être toujours orthosympathique, c'est-à-dire que ça va être une personne qui va avoir une fréquence cardiaque élevée, qui va avoir plutôt une dominante ortho couchée, donc très peu de parasympathique, donc très peu de moyens pour récupérer. Et debout, bah, en fait, tu vas te rendre compte qu'au début, ça va être très ortho, et ensuite, c'est seulement la capacité à se yangiser qui va faire que son ortho va fonctionner. Et ce genre de profil-là, bah, au bout d'un moment, ça va s'écrouler, d'accord? Et il va plus être en capacité de se yangiser, et là, on va avoir des énergies parasympathiques qui vont être en hypertonie, et là, on va vers le burn-out. C'est ça qui fait penser justement à, tu sais, à ces gens qui sont obligés de se mettre dans des états d'excitation par la peur avant des examens et qui vont être arriver à se mettre en mouvement uniquement parce qu'ils sont dans l'inquiétude, le stress, la peur de ne pas y arriver, etc. Et puis qui après vont s'effondrer parce que effectivement ils ont pas eu de récup du tout, quoi. Voilà. Mais tu vois, les sportifs, en fait, par exemple, on voit à l'approche de la compétition une dominante para et ortho, surtout para normale avec des fréquences cardiaques correctes. On va avoir à l'approche de la compétition un inverse couché, c'est-à-dire que c'est l'orthosympathique qui va prendre le dessus, mais en même temps, c'est pas délétère, c'est plutôt positif. Comme tu dis, tu vois, il y a l'approche de la compétition et le système ortho se met en alerte, prêt à y aller, quoi, tu vois, prêt à combattre. Et d'ailleurs, ce que tu dis derrière, en fait, après la compétition, il y a une sorte de je m'écroule, voilà. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec les sportifs parce que ça soit pas trop tôt, pour pas qu'ils s'écroulent le jour de la compète, en fait. Voilà. Et dans le quotidien. Est-ce que tu fais, parce que moi ça m'est déjà arrivé sur des lignes de départ d'avoir envie de dormir, donc oui. Mais un effondrement de l'ortho terrible. Et en fait, bon, ça s'est toujours bien passé dans ces cas-là, mais c'est un symptôme terrible, c'est d'être au moment où il faut tout donner et au contraire d'avoir une envie de dormir. Voilà, tu bailles. Bah, je pense qu'il y a une sorte de petite protection du corps en fait, parce qu'à un moment donné, tu es tellement en excitation que ton corps il régule. Et en fait, le bâillement, c'est parasympathique. Okay. Donc je pense que tu es tellement ortho, tu es tellement en train dans l'excitation proche du départ, que finalement, effectivement, bâiller, avoir tendance un peu à l'impression qu'on va tomber. En fait, je pense que c'est le corps qui se rééquilibre tout seul parce que c'est très ortho et donc le corps il est obligé de contrebalancer un petit peu en faisant du para. Et le para, bah, effectivement, en bâillant, avec la respiration, je pense que c'est ça qui fait que tu as cette sensation avant le départ d'avoir envie de dormir. Puis finalement, le coup de pistolet, il est lancé. Et là, pouf, tu repars en ortho si tu es en forme et tu vas, quoi. Voilà. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on le voit, en fait, avec des sportifs, quoi. Et même avec, je pense, des patients, parce que des patients qui sont en hypotension, qui ont du mal à se lever, qui ont la tête qui tourne, qui ont du mal à sortir du lit, ça va être des patients avec des énergies très basses, une incapacité à avoir le cœur qui répond quand il se lève, les barorécepteurs au niveau des pieds qui fonctionnent pas, les veines qui n'arrivent pas à renvoyer le sang vers le cœur, et donc qui créent un malaise vagal et des tensions en dessous de 10, quoi. Voilà. Ça, on le voit, quoi, sur la charge. Est-ce que tu décrivais là chez l'athlète qui, pour préparer une compétition, peut se retrouver en ortho, donc avec une dynamique de dépense supérieure à sa dynamique de récupération.
sur du long terme, on l'a aussi chez des gens qui fonctionnent que sur leur taux pendant des années, 20 ans, 30 ans, et qui tout d'un coup après vont s'écrouler. Et là, effectivement, jusqu'au burn-out où tu n'arrives même plus à te lever le matin pour aller bosser, quoi. Donc, là, c'est plus grave parce que est-ce que pour toi c'est plus grave dans le sens où l'épuisement ayant été généré sur une durée plus longue, c'est plus difficile à remonter après? C'est limite des fois quasi impossible. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, hein, quand des gens arrivent après 20 ans de yanguisation quotidienne pour pouvoir se bouger, et d'ailleurs, c'est des patients où tu leur dis, mais le week-end, quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, je dors, je fais rien. Et la semaine, ils sont toujours en énergie. C'est tout ce qui est chronique comme ça, c'est hyper compliqué. Et d'ailleurs, on le voit et dans la FRV, même je le vois même au cabinet, les patients qui arrivent pour des pathologies aiguës ou des fatigues aiguës, c'est beaucoup plus facile de renverser la balance que des patients qui arrivent et qui disent non, ça fait 10 ans que je suis fatigué, j'en peux plus. Et là c'est compliqué, quoi. Là, ça met plus de temps, quoi. Voire même pour récupérer un état, on va dire normal, c'est beaucoup de travail, quoi. C'est énormément de travail. Et on l'a vu dans des sports, hein, où il y a des sportifs qui ont arrêté leur carrière parce qu'ils avaient été trop loin, en fait. Ils avaient été beaucoup trop loin, en fait. Beaucoup trop loin. Donc oui, c'est sur le HRV, on a observé des gens qui n'ont jamais réussi vraiment à remonter leurs énergies et couchés et debout, quoi, parce qu'ils avaient vraiment poussé le bouchon un peu trop loin, quoi. Alors là où ça n'a jamais été évalué, et j'ai eu l'occasion d'en prendre en charge certains, c'est tout ce qui est classe prépa et grandes écoles. Et donc j'en ai eu en classe prépa, et j'ai eu des patients aussi après. Et ce qui m'avait frappé, c'est que sur plusieurs normaliens, donc qui avaient fait Hippocagne, Cagne et après Normal Sup, ils avaient dû se mettre sous antidépresseurs anxiolytiques pendant leurs études parce qu'ils n'arrivaient plus à débrancher, ils dormaient 3 heures par nuit, 4 heures par nuit. Mais 10 ans après, ils ne s'étaient jamais rétablis, ils n'avaient pas retrouvé la balance, ils étaient toujours sous antidépresseurs anxiolytiques parce que sinon ils dormaient pas. Pour moi, la charge mentale à outrance, la charge mentale intellectuelle liée au travail, c'est comme du sport de haut niveau. C'est-à-dire que et trop de charge mentale, au bout d'un moment, c'est un épuisement. Et d'ailleurs, moi, ce que je conseille à mes patients qui sont dans cette situation-là, parce qu'en général, ces patients-là, qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils vont à la salle et ils font du HIIT. Et finalement, ils ne font qu'aggraver leur situation. Et la proposition dans ces cas-là, c'est de garder quand même une séance de HIIT parce que bon, à un moment donné, ça leur fait du bien et je peux pas non plus leur dire d'arrêter des choses qui leur font du bien. Mais je leur demande de faire des activités à basse intensité. Et là, quand même, j'arrive à réguler un petit peu cette charge mentale. C'est-à-dire que le fait qu'à un moment donné, il y a ça contrebalance par des activités, on va dire, à basse intensité, faire du vélo tranquille, aller marcher dehors, parce que c'est pareil, c'est des gens qui sont enfermés toute la journée et qui vont s'enfermer dans une salle toute la journée. Donc finalement, il y a plein de problématiques, c'est-à-dire qu'ils voient jamais le soleil, donc tout ce qui est lié à la vitamine D, voilà, ça c'est déjà un vrai problème. Puis ensuite, je leur dis, mais sortez, allez marcher 1 heure, respirez, faites-le tranquillement. Ils me disent, mais ça, j'y arrive pas. Oui, forcément, parce qu'en fait, c'est fatigant pour eux de faire ça. Mais sur ces patients-là, j'arrive quand même à réguler un petit peu mieux la fatigue. Ils me le disent, ils se sentent moins fatigués, entre guillemets. Voilà. Mais bon, ils restent quand même dans des états avec des vides de reins un peu conséquents, quoi. Alors, je pense aussi qu'il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'on parle de charge de travail intellectuel, c'est une chose, mais il faut pas oublier que les classes prépa ou la compétition en sport, il n'y a pas que la charge, il y a aussi la volonté de soit d'être meilleur que les autres, soit de gagner. Donc que ça soit dans l'entreprise, dans les concours de grandes écoles, dans les grandes écoles, et puis après d'avoir le meilleur poste, d'être en concurrence, quoi. Et ça donne une charge importante parce qu'on dit toujours qu'il faut se comparer à soi-même, mais c'est impossible. Rien qu'au niveau familial, on le sait bien. Je veux dire, quand tu as des enfants, il y en a toujours un pour regarder ce que l'autre a dans son assiette et oui. qu'il en a.
qui avec plus. Et tout. Ouais, c'est Donc, ça, ouais. la comparaison chez l'être humain dans le groupe, de toute façon, elle est implicite, quoi. Il y a pas Mm. c'est impossible de faire sans comparaison. Et ça crée une charge aussi très très importante. La volonté d'être ou la frustration de pas être, en tout cas, et c'est au-delà même de la quantité de travail qui est fournie, quoi. Hein, et ça crée de la fatigue aussi énormément. Donc, quand tu as un groupe de nageurs, c'est différent à gérer qu'un groupe de patients, parce que tes patients, tu les Oui. vois les uns après les autres, que ton groupe de nageurs, ils nagent tous ensemble. Donc, il y a aussi Ouais. une gestion collective à adopter. Oui, c'est pas simple. Essayer de contenter tout le monde, ou en tout cas d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit, enfin, ait sa place au sein du groupe. Maintenant, moi je le vois au club. Il y en a qui viennent à la piscine, puis il y en a qui viennent s'entraîner. Tu vois, et donc je vais quand même faire une différence entre ceux qui viennent à la piscine et ceux qui viennent s'entraîner. Voilà, j'essaie de m'occuper de tout le monde, mais bon, je m'occupe un peu plus de ceux qui viennent s'entraîner. Et d'ailleurs, tu vois, pour rebondir sur le HRV et la médecine chinoise, avec mes collègues de la fédération et de la cellule optimisation, on a mis en place des points de digiponcture, tu vois, pour activer l'ortho, pour activer le para, en fonction des profils qu'on peut observer le matin. Donc, on donne des petits points d'acupuncture. Donc, c'est le 4GI. Après, tu vois, pour l'ortho, tous les points du dos. Puis le para, on va plus être sur les points du cou. Enfin, des choses comme ça, tu vois. C'est des choses qu'on a mis en place. Et on laisse faire les ostéopathes ou les kinés s'occuper de cette activation avant les compétitions, parce que des fois on fait des tests pendant les compétitions, et en fonction de ce qu'on observe, on va dire bon bah voilà, là faut plus être sur une activation para, ortho, et on donne les consignes aux kinés et aux ostéos qui sont capables de faire ces stimulations là. Voilà. Donc, Mais tu vois, c'est des choses qu'on a mis en place. pour revenir sur la notion de groupe, tu sais, tu le sais bien, le corps en médecine chinoise est décrit comme un pays qui doit être gouverné, et ce sont les organes qui s'en chargent. Ouais. Mais quand un groupe de 5, 10, 15 nageurs, il y a aussi des hiérarchies qui s'installent. Il y a toujours un capitaine, il y a celui qui est... Il y a des fois dominants. Voilà, il y a des fois dominants, des fois, ouais. Exactement. Mais on sait aussi en MTC que même si la vessie est comparée à un officier de province, si la vessie marche pas, il y a rien qui marche. Donc, est-ce que c'est clair. Dans le groupe tel qu'il pourrait être abordé avec une lecture plus médecine chinoise des dynamiques énergétiques à l'intérieur du groupe, parce que justement, on doit aussi s'occuper de l'officier provincial, donc celui qui arrive un peu en touriste, qui est là comme ça, mais qui a son rôle dans la structure, quoi. Alors, pour moi, c'est ce que je dis au groupe, c'est si tu amènes quelque chose au groupe, c'est OK pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que je rejette personne à partir du moment où il amène quelque chose de positif pour le groupe. Ouais. Finalement, dans le groupe, il y a toujours un bon et un moins bon, parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais finalement, si le moins bon, il amène quelque chose au groupe et qui permet à d'autres d'être content qu'il soit là, d'amener un plus pour les séries, enfin voilà, et ben c'est OK en fait. Tu vois, c'est pas parce que t'es pas bon que t'es pas dans le groupe. Pour moi, c'est pas une justification. J'ai des nageurs qui peuvent pas venir les 6 fois par semaine, par exemple, parce que voilà, ils font de la musique, du théâtre, des trucs. Enfin bon, tu vois, c'est un peu à Paris, ils font tous des multi-activités. Et je me dis finalement, je préfère avoir quelqu'un qui vient que 4 fois, mais quand il vient, il est hyper investi, il est heureux d'être là et il amène quelque chose de positif au groupe, que finalement d'avoir quelqu'un qui vient tous les jours et qui amène rien au groupe. Voilà. Donc pour moi, c'est la participation. C'est que effectivement, comme au sein des cinq éléments, chaque élément doit participer à la régulation et au contrôle. Ouais, c'est ça. J'ai ma VB, j'ai ma VB qui est là, qui prend les décisions. Voilà. J'ai mes foies un peu vénères qui sont devant, qui emmènent le groupe. J'ai mes rats un peu tranquilles qui se mettent derrière, mais en compétition, ça devient des fois vénères. Enfin, et voilà. Non, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois des profils rats, des profils bois, des profils poumons aussi. Enfin, des profils VB, les gars qui sont toujours là, on y va, tu vois, et puis d'autres qui sont là en retrait, et puis le jour de la compète, c'est des tueurs, quoi. Et voilà, et ça aussi, j'aime bien
tu sais, je me dis des fois, c'est pas forcément ceux qui sont devant qui emmènent le groupe et qui sont au taquet qui sont forcément les plus performants en fait, tu vois. Voilà. Donc je trouve ça. Enfin, je m'adapte un peu à ce que j'ai en face de moi et j'essaie d'être je sais pas, ce qui pourrait être au-dessus de tous les organes, tu vois. Je suis là avec mes facilitateur, c'est le facilitateur. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Il y a longtemps, dans les formations que j'avais faites, il était dit que les oligo-éléments, c'était des facilitateurs. C'est-à-dire que si ils étaient pas là, il se passait rien, un peu comme l'arbitre au tennis. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'un arbitre pour jouer au tennis. Mais s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de jeu. Parce qu'il n'y a personne pour valider, invalider le point, compter les points, etc. Voilà, donc le facilitateur, il est là, s'il n'est pas là, il y a pas de jeu. Donc, oui, c'est ça, en fait, j'organise mon groupe, quoi. C'est comme si je mettais soit du moxa, soit une petite aiguille à droite, à gauche pour dire, bon, là, je vais donifier ça aujourd'hui, ça va m'amener ça. Enfin, voilà, je fais un peu le chef d'orchestre, si on peut dire ça, mais par contre, tu vois, c'est très intéressant de voir la différence entre le chef d'orchestre d'un groupe d'adolescents et le chef d'orchestre d'un groupe d'adultes. Tu vois, il a fallu que je fasse de l'un à l'autre ces dernières années où je suis passé d'un chef d'orchestre d'adolescent à un chef d'orchestre d'adulte. Et cette année, je suis repassé sur un chef d'orchestre d'adolescent. Je te cache pas que les 3 premières semaines, il a fallu que je me réorganise intellectuellement en disant, OK, c'est plus pareil, là, il va falloir que tu fasses différemment. Parce que c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes règles. L'adolescent, malgré tout, il a besoin d'être un peu plus drivé et comme tu dis, plus accompagné. Voilà, c'était complètement différent dans ma gestion humaine. Même si après, je reste le même après sur la façon de gérer le groupe, quoi, tu vois. Mais c'est pas pareil, quoi. T'as pas les mêmes consignes, le même, tu drives pas pareil, quoi. Voilà. Et c'est pareil avec les patients, finalement. Je trouve que c'est pareil avec les patients. Tu as des patients que tu vas un peu plus driver, et puis tu as d'autres patients où tu sais que par leur histoire, par leur passé, tu vas plus leur donner des indications et c'est eux qui vont aller chercher et se prendre en main, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Je trouve que c'est un peu pareil. Enfin, je le vois un peu comme ça aussi, quoi. C'est du management. Et là, dans ton évolution, dans l'évolution des choses, donc on voit que au départ, on a une technicité de l'entraînement, une approche managériale, etc., qui débouche sur quelque chose qui bascule plus vers la santé. Et on voit aussi, à travers ce que tu viens de dire, que tu essayais au sein des instances fédérales de faire bouger un petit peu les choses, de faire rentrer cet aspect santé de manière... pour l'instant, c'est des essais, hein, c'est pas c'est encore... c'est pas facile. Non, avec les collègues avec qui je travaille sur le HRV, j'ai cette relation-là, justement, un peu d'accompagnement. Voilà. Après, au niveau fédéral, c'est très médecin, kiné, voilà. Alors que tu as certaines équipes, par exemple au Canada, ils ont des physiothérapeutes, des physios où ils font du gua sha, de l'acupuncture en compète. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui est utilisé sur les compétitions. En France, pour l'instant, tu vois, c'est pour être ostéopathe, faut être kiné si tu veux faire partie de l'équipe. Enfin, tu vois, c'est pas simple, quoi. Tu vois, donc je vois des athlètes. Des fois, il y a comme un mouvement de fond. Il y a un truc qui émerge. On le voit. Il y avait ce médecin qui bossait pour la FFN aussi, qui s'occupait beaucoup de médecine fonctionnelle, de tests génétiques, et qui a, j'ai plus le nom en tête, mais qui un autre, qui était allé voir Léon Marchand, Bob Bowman à l'époque, qui avait vu justement tout ce suivi santé préventif, c'est-à-dire micronutritionnel, soins, c'est là pour le nageur, pour qu'il soit en bonne santé de manière à supporter la charge. Mais ça, c'est pas encore arrivé officiellement chez nous, c'est que de manière individuelle. Non, bah ouais, parce que tu vois, quand tu demandes des bilans pour le faire, tout comme ça, tu vois bien qu'il n'y a pas, enfin, c'est encore. Ouais, voilà, c'est encore compliqué. Ou finalement, tu sais, quand j'ai commencé le HRV, au début, les entraîneurs m'appelaient en tant que pompier. Tu vois, en mode, ça va pas, Yves, on fait des tests HRV. Maintenant, la vision elle est différente, tu vois, ils ont plus un suivi longitudinal, tu vois, et puis ils vont m'appeler avec ma casquette de médecine chinoise, tu vois, en me disant bon voilà, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux l'avoir? Donc tu vois, il y a quand même une idée, quand même, une approche un peu plus systémique qu'avant. Ils sont moins dans elle fait pas les séries. Voilà. C'est la bascule de la maladie à la santé, c'est la même chose.
le monde médical en France, la majorité ne prend en charge que la maladie, mais ne prend pas en charge la santé. Donc la santé étant essayer de tout faire pour éviter d'arriver à la maladie, même si on n'évite pas tout, c'est impossible. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Et il y a globalement dans la société, il y a une amorce de quelque chose de ce côté-là, mais c'est pas gagné. Hein, c'est vraiment l'amorce. Oui, c'est tu vois l'entraînement des filles par exemple avec l'histoire des menstruations. Alors c'était marrant parce que j'ai fait dernièrement une formation sur l'HRV et on parlait donc des menstruations et il y a un entraîneur qui disait ok, moi je trouve ça intéressant de faire attention à ces phases, les phases lutéales, enfin voilà toute cette phase en médecine chinoise et même d'une manière générale en médecine occidentale. Et il disait oui, mais à un moment donné, quand elle a ses règles le jour de la compète, il faut bien qu'elle soit capable de nager vite, quoi. Et j'étais d'accord avec lui, mais en même temps, si toi, dans ton organisation, tu sais que à l'approche de l'ovulation et après l'ovulation, t'as une phase où tu peux entraîner dur, et tu sais que à l'approche des règles ou pendant les règles, c'est compliqué, c'est là où peut-être on peut réorganiser l'entraînement. Et ça, tu vois, moi, cette vision-là, dans l'entraînement, je l'ai un peu mis en place, tu vois, c'est-à-dire que je sais que quand j'ai mes athlètes qui approchent de leurs règles, je vais pas forcément aller vers de la haute intensité obligatoire entre guillemets. Je vais plus m'adapter un peu à comment elle va pouvoir répondre. Alors après, il y a des filles que ça gêne pas du tout. Donc là, quand les filles ça la gêne pas du tout, c'est ok. Mais je sais bien que une séance d'intensité à J-3 et J+3 après les règles, va pas avoir la même répercussion que pendant la phase d'ovulation. Tu vois, je vois bien la différence et on le voit sur le HRV. On voit que par exemple sur le HRV, à l'approche des règles, il y a une augmentation du système. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois une augmentation du système paradebout. Voilà, tu vois, une sorte de frein vagal qui se met là. Voilà, donc quand tu sais ça, tu dois aussi te poser des questions en tant qu'entraîneur. Tu vois. Et puis, moi, il y a le côté HRV, le côté médecine chinoise, qui fait qu'à un moment donné, je peux pas ne pas le prendre en compte. Donc maintenant, j'ai aussi cette vision-là, quoi. En conclusion, le truc, c'est que c'est comme la diète, c'est-à-dire que il n'y a de diète que individualisée. Les grandes règles, soi-disant valables pour tout le monde, ça n'existe pas. Non, mais complètement, c'est clair. Voilà, et il faut bien avoir. Il y a des gens qui supportent pas les légumes, et donc c'est pas la peine de leur dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis tu vois, moi je joue avec les athlètes, et j'ai des athlètes qui sont très yang le matin. Je sais que je vais pouvoir en tirer des choses vraiment intéressantes, et je sais que le soir ils sont déjà dans le yin. Voilà, je sais que je peux pas leur demander la même chose, mais je m'adapte, tu vois. Parce que je vais toujours chercher un peu plus, mais j'essaie de m'adapter aussi à ça de temps en temps, parce qu'en compétition, avoir quelqu'un qui est yang le matin, c'est intéressant, parce que c'est d'ailleurs qui passe en finale. Donc voilà, les gens qui sont pas yang le matin, qui sont rats, qui ont peur, qui sont un peu yin, ils passent pas en finale, ceux-là. Donc voilà. C'est, Et en plus, tu es quand même dans une activité qui fait au-delà même de l'humain, mais la phylogénie de l'espèce et des espèces avant notre espèce, et oui, ça nous ramène très très loin, le fait d'être dans l'eau, hein, donc c'est très très archaïque. Hein, on sait bien qu'il y a des gens qui supportent pas d'être dans l'eau, qui ont peur, qui sont déboussolés quand ils sont dans l'eau, et il y en a d'autres ils sont à l'aise. Quelle que soit même la profondeur où il se trouve, que ce soit en piscine ou en plongée. Et donc ça, c'est très très archaïque. Et puis le fait d'être dans l'eau, qui est un élément particulier, hein, l'élément eau, c'est spécial. Et en plus, dans une position qui est une position yin aussi. Donc même si tu as mais moi, c'est hyper yin. Enfin, tu vois, par expérience, par rapport à d'autres sports que je pratique, donc je cours, je fais du vélo, je fais de la muscu, enfin je fais du yoga et tout. Mais l'eau, quand je sors, je suis yin. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, c'est mon sentiment, quoi. Tu vois, c'est ce que je ressens, quoi. Et pourtant, moi, je suis plutôt yang. Hein. Quand je sors de l'eau, ça me pose, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. Et le fait d'être allongé, les oreilles dans l'eau, comme tu dis, dans l'élément eau. Enfin, c'est vraiment le sport qui
qui met dans un état qui est complètement différent des autres sports, quoi. C'est voilà, après une séance de course à pied, je suis plutôt yang. Après une séance de muscu, je suis plutôt yang. Après du vélo, bon, ça dépend. Si j'ai fait 4 heures de vélo, j'ai faim. Je sais pas ce que c'est ça. mais la natation, tu sors de l'eau, t'es un peu stone, quoi. Donc je pense que ça yin-ise beaucoup, je trouve. Voilà. C'est le sentiment que j'ai en tout cas. Ok. Voilà. Eh ben, on a fait le tour ou t'as encore des choses à dire autour de la MTC, HRV, le soin, tout ça? Non, je trouve que ce que finalement tout ce que j'ai fait entre mes études, les différentes postgrades que j'ai utilisées, enfin que j'ai fait, le HRV, l'MTC, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir m'en servir aujourd'hui, tu vois, et d'avoir une lecture un peu plus globale de l'humain entre guillemets, quoi. Ouais. Et ça, si je peux utiliser le terme, ça me fait kiffer en fait, tu vois. Ouais. Enfin, et en tant que coach et en tant que praticien. C'est-à-dire que finalement, et puis je dirais, il y a quand même une chose que ça m'a apporté la MTC, et ça, je l'ai appris et pendant ma formation MTC et aussi sur une formation de relations de communication, c'est à écouter, tu vois, à prendre ce temps de recul pour écouter les autres. Et je pense que ça, peut-être que j'étais moins performant avant là-dessus. Et donc, finalement, la MTC m'a amené ça, et je pense qu'aujourd'hui, dans mon quotidien d'entraîneur, dans mon quotidien en tant que praticien, je trouve que j'ai sûrement une écoute beaucoup plus active que je l'ai eu quand j'ai commencé mes études il y a 10 ans. Voilà. Donc, ouais, là c'est là où on touche, moi, quelque chose qui m'importe pas mal, c'est l'hybridation. C'est-à-dire que si tu fais de la peinture, bah tu fais pas de la sculpture. Et il y a un moment, ton expression artistique visuelle, elle va devoir passer peut-être par de la photo, de la peinture, de la sculpture. Et effectivement, si tu es dans un sport où les gens sont dans l'eau la plupart du temps et qu'ils parlent pas, bah toi tu vas être dans l'observation et tu vas surdévelopper ta capacité d'observation. Mais par exemple, ta capacité de communication et d'écoute, elle va pas être forcément optimale. Donc après, bah, il va falloir hybrider ça et acquérir des nouvelles compétences pour être plus performant, quoi. Et ce que ça t'amène, ça, cette hybridation, c'est moi, le plus grand plaisir que j'ai, c'est les raccourcis. C'est-à-dire que quand tu arrives tout de suite vers un problème parce que tu as X années d'expérience et que justement tu as la capacité d'observation, d'écoute et d'évaluation, et là, ça va beaucoup plus vite, ça c'est sûr. Plus si tu étais resté uniquement sur de l'observation, bah, ça aurait été insuffisant. Ouais. Et tu vois, pendant mes études d'MTC, ce côté pratique, j'ai voulu tout de suite le mettre en place parce que pour moi, c'était quelque chose qui avait du sens pour moi, tu vois, parce que c'était mon quotidien en fait. Et pour la petite anecdote par rapport à l'écoute, quand je lis quelques commentaires de mon Google Business, je rigole toujours en me disant mais c'est qui ce mec-là qui a une écoute active, qui est posé, alors que finalement dans la vie, je suis hyper je suis un peu plus speed, et enfin voilà, vous m'avez connu à l'école, je tenais pas en place sur ma chaise, enfin voilà, mais ça m'a amené ça en fait, et je pense que ça m'a amené ça, mais ça m'a aidé pour tout dans la vie entre guillemets. Donc finalement ces études, comme tu dis, ça va vous changer, et c'est vrai. Enfin, tu vois, après 5 ans, on n'est plus la même personne, donc voilà. Mais après, bon, ce que disait un de mes enseignants, qui disait que le savoir n'était là que pour expliquer le savoir-faire. Donc, on doit partir malgré tout, toujours revenir au savoir-faire. Ça sert à rien d'être dans l'idée du soin, mais d'être dans le soin, ça c'est important. C'est pour ça que ce que tu disais d'avoir tout de suite pu utiliser, bah, c'est important, c'est un savoir-faire. Et faut que ça reste uniquement mental et intellectuel. Il faut que ça soit efficace au quotidien. Ouais, tu vois, même par exemple, je peux faire le parallèle avec le Zongjing. Je trouve que tu vois, ce que ça m'a amené le Zongjing, c'est aussi se toucher, tu vois, de toucher le patient, ça t'amène une autre lecture en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas un de mes patients à qui je touche pas le ventre parce qu'en fait, ça me donne de l'information. Et donc voilà, je peux que encourager les praticiens à faire cette formation aussi, parce que ça amène une lecture différente et ça amène une plus-value dans l'accompagnement du patient. Donc voilà, ça aussi, c'est hyper intéressant, quoi. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Voilà, on a bien échangé. J'espère que ça t'a intéressé et que ça vous intéressera. Et
bientôt pour Et à d'autres épisodes. bientôt. Salut. Ah oui, merci.